Lionel Gougelot. Avec nos trois invités ce matin, Judith Vintrop, journaliste politique au Figaro Magazine, Mathieu Souquier, essayiste. Vous êtes le co-auteur, Mathieu, de l'ouvrage La flambée populiste 2022, c'est paru l'an dernier, dont on avait pas mal parlé, je me souviens, à l'époque. Et puis Philippe Val, que je ne présente plus, qui fait pratiquement partie de la maison. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors je voulais revenir avec vous ce matin, si vous le voulez, bien sûr, à cette affaire du burkini dans les piscines municipales. Alors on a vu cette semaine que le tribunal administratif avait annulé la décision de la mairie de Grenoble. On sait maintenant que Éric Piolle, le maire de Grenoble, va faire appel devant le Conseil d'État. Et ce matin, dans le Figaro, il y a cette tribune de juristes qui estiment que la haute juridiction administrative devrait établir une jurisprudence en la matière. Est-ce que ce sera suffisant, d'après vous, ou alors faut-il une loi pour régler définitivement cette affaire, Judith Vintrop? Ça, c'est une question juridique extrêmement compliquée. Ce qu'on peut constater, c'est que jusqu'à présent, la jurisprudence du Conseil d'État a été assez constante, ne reconnaissant que le trouble à l'ordre public pour légiférer contre le burkini. Regardez quand ça s'était produit sur les plages, le seul maire dont l'arrêté n'était pas tombé, l'arrêté d'interdiction du burkini n'était pas tombé, c'était Cisco en Corse. Ouais. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait eu des incidents entre un groupe avec des femmes voilées accompagnées d'hommes bagarreurs et d'autres plagistes. Mais là, ces juristes pointent le fait que dans cette affaire, on n'est pas dans l'espace public sur une plage, on est dans un service public. Et là, ça peut changer les choses, Mathieu Souquier. Oui, alors, encore une fois, il y a un débat. Et le débat n'est en soi pas problématique. C'est un débat politique et on observe que c'est aussi un débat de juristes. Ce qui est problématique, c'est quand le débat, en fait, vire à la polémique. Ou même qu'on parle de l'affaire du burkini. Parce qu'en réalité, c'est un vrai débat de fond extrêmement intéressant et dont on devrait être capable de sortir en évitant en fait de renvoyer les tenants de la laïcité ferme à l'extrême droite et les tenants d'une laïcité un peu souple à l'islamo-gauchisme. C'est-à-dire que on voit qu'il y a un vrai débat et la question est celle du vivre ensemble, du savoir vivre ensemble, de la capacité faite à chacun en fait de s'accomplir sans empêcher d'autres de s'accomplir. Mais juste d'un mot précisément, parce qu'il y a un débat de juristes, mais à ce stade, la loi est relativement claire en tout cas sur cette affaire. Et on peut même dire que il y a des villes, sortons du cas de Grenoble, il y a des villes où le burkini est non seulement toléré, mais accepté dans des piscines, sans que ça pose en fait la moindre difficulté. La différence, dit par exemple Gérald Darmanin, dans une interview ce matin au Parisien, c'est que par exemple à Rennes, ce burkini n'a pas été promu par une association, par des activistes, etc. Judith Vintrop. Oui, tout à fait, parce que la caractéristique à Grenoble, c'est que tout vient d'une association qui s'appelle l'Alliance citoyenne, qui défend les mêmes thèses que les frères musulmans. Vous savez que les frères musulmans sont une association qui prône l'entrisme et dont l'objectif est d'islamiser les sociétés occidentales. On n'a pas sa carte de chez les frères musulmans, mais en revanche, on pratique des méthodes qui permettent de vous identifier comme tel. Donc cette association qui était financée par Éric Piolle, qui est financée aussi par George Soros. Et qui reçoit des subventions européennes également. Et qui reçoit énormément de subventions européennes, milite pour une forme d'islamisation de la société française. Philippe Val, votre sentiment Je voudrais relever juste deux choses, qu'il n'y a pas de laïcité ferme, il n'y a pas de laïcité souple, ça n'existe pas, parce qu'il y a la laïcité, il y a une règle de la laïcité. Si on commence à la bémoliser ou à l'augmenter, ça n'est plus la laïcité. La laïcité, c'est la neutralité de l'État et le fait que le droit commun est au-dessus des coutumes, des religions, des croyances, etc. Ensuite, est-ce que ça doit passer au Parlement ? Moi, c'est une question que vous posiez à laquelle on n'a pas répondu. Moi, je pense que ce serait plus sain que ça passe au Parlement, quelle que soit la décision du Conseil d'État. Le débat politique, le débat de la représentation populaire est parfaitement légitime dans une démocratie et comme ça les choses seraient dites par les représentants du peuple, ce qui donne une légitimité précisément et une crédibilité. Et si la laïcité soi-disant ferme, et donc en général la laïcité est aujourd'hui défendue par l'extrême droite, c'est une question d'opportunité. C'est parce que l'affaire était lâchée.
a été lâché par toute une partie de la gauche, notamment par la France Insoumise, qui n'a plus rien à foutre de la laïcité. Et c'est la raison pour laquelle l'extrême droite s'est emparée de ça. Mais ce n'est pas un sujet d'extrême droite du tout, l'histoire du burkini. C'est un sujet citoyen. Je voudrais juste préciser une chose, c'est qu'on oublie la base de cette affaire. C'est que le burkini pose des problèmes d'hygiène. On refuse les shorts longs aux hommes dans les piscines. Alors là, non, puis là, on vous explique c'est pas que les shorts des hommes, les hommes peuvent les porter à l'extérieur, alors que un burkini, non, mais enfin Mathieu Souquier, réponse à Philippe Val. En rebond de ce que dit Philippe Val, juste un détour par les principes, vous avez raison, effectivement, la laïcité, c'est la neutralité de l'État. Mais c'est pas uniquement la neutralité de l'État. Depuis 1905, c'est et la neutralité de l'État et la liberté des citoyens. La liberté des citoyens. La liberté faite, par exemple, aux catholiques de se promener en soutane dans la rue. Donc ça, pour le coup, ça existe depuis un siècle. Et donc, il y a un vrai équilibre. Mais vous savez... Je veux bien vous rejoindre sur pas de laïcité ferme. La soutane, c'est un uniforme professionnel. C'est quand même les deux principes. C'est les deux principes. La soutane, c'est un uniforme professionnel. Vous savez quelle est une des conséquences les plus spectaculaires de la loi de 1905 ? Vous savez ce que c'est ? C'est l'égalité homme-femme dans la société. Parce que tous les tabous et les préjugés religieux sont tombés, n'étaient plus légitimes grâce à la loi de 1905. Nous devons aujourd'hui la liberté des femmes à s'habiller. Comme elles veulent, mettre du rouge à lèvres, des mini-jupes, faire des enfants, ne pas en faire, etc. On le doit à la loi de 1905. C'est une des conséquences principales de la... Il y a d'autres causes aussi, la psychanalyse, Freud, etc. Mais... c'est la loi de la laïcité. Et ça revient, les communautés traditionnelles qui détestent ça, font tout pour transgresser cette loi de 1905, pour la contourner, et c'est ce qui se passe avec le burkini à Grenoble. Ce sont des communautés hostiles aux lois de la République qui veulent imposer ça, qu'on le veuille ou non. Ne pas vouloir analyser ça comme ça, c'est refuser la réalité. Je me permets quand même de terminer. Il y a le détour par les principes. Donc, la laïcité, c'est à la fois la neutralité de l'État, encore une fois, et des agents du service public, pas des usagers du service public, mais c'est la neutralité de l'État, de la liberté des citoyens, et détour par les faits. Il y a effectivement Rennes, dont Judith Weintraub parlait tout à l'heure, mais il y a Brest et il y a de très nombreuses villes en France où en réalité le burkini peut être porté dans les piscines depuis plusieurs années, conformément à la loi de 1905, sans que ça pose de difficultés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ces villes-là, en fait, de flambée du port du burkini ou de soumission d'un certain nombre de petites filles parce que quelques femmes seraient autorisées dans les piscines municipales à porter le maillot de bain de leur choix. Oui, alors quand on enquête sur le terrain, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de problème, tout simplement parce qu'il n'y a pas de femmes en burkini. C'est vraiment la présence d'associations militantes qui changent totalement. Et un certain opportunisme politique aussi, en tout cas c'est ce qu'on peut reprocher à Éric Piolle. Absolument. Ou à Gérald Darmanin qui rebondit. La polémique est entretenue par plusieurs personnes. Qui a commencé Vous en parlez, Gérald Darmanin. L'association qui revendique la liberté vestimentaire pour les femmes. Avec le soutien d'Éric Piolle. Vous parlez de Gérald Darmanin. Justement, ce matin, dans le prolongement finalement de cette affaire, il apporte quelques commentaires et il exprime également certains souhaits sur la décision du Conseil d'État. En tout cas, il annonce dans le Parisien qu'il va demander maintenant au préfet d'examiner localement toutes les initiatives qui pourraient être prises contraires à la laïcité et qui peuvent passer sous le coup de la fameuse loi sur le séparatisme. Judith Weintraub, ça veut dire que là, vraiment, il y a un mouvement engagé de la part du gouvernement ? Enfin, combien de rapports parlementaires y a-t-il eu pour nous alerter, par exemple, sur le prosélytisme dans les clubs de sport ? Je pense au dernier rapport d'Éric Diard qui doit dater d'il y a 2 ans de mémoire, où on raconte que dans des dizaines de clubs de sport en France, on trouve des heures réservées à la prière, des endroits pour ranger les tapis, des inscriptions, etc., etc. Il est plus que temps de prendre ce problème à bras le corps. Autre sujet, il y a ce matin, elle a commencé là depuis une vingtaine de minutes, une réunion à Matignon. Elisabeth Borne, la première ministre, réunit ses ministres pour leur fixer, comme on dit, leur feuille de route. Alors on sait déjà qu'on ne saura pas grand-chose, puisqu'il n'y aura pas d'expression, semble-t-il, des ministres à la sortie de cette réunion, d'autant qu'ils vont rentrer en période législative, de réserve, voilà, j'allais le dire. Vous avez vu ce sondage Odoxa ce matin sur la perception qu'ont les Français de ce nouveau gouvernement. C'est très partagé, 51% de satisfaits et 48% de mécontents.
globalement, on peut dire que les Français ne débordent pas d'enthousiasme, Judith Vintrop. Mais non, d'autant plus que depuis le soir de son élection, de sa réélection, Emmanuel Macron ne délivre pas de message politique. C'est ce que disait Catherine Ney à l'instant. Oui, il a disparu des écrans radars. Non, mais c'est non seul. Même quand il parle, c'est pour ne rien dire. C'est ça qui est le plus grave. Quand il nous explique, en gros, ses discours, je pense celui du soir de sa réélection jusqu'à ses quelques interventions, c'est il vaut mieux être heureux et en bonne santé, et je m'occuperai de protéger la France que pauvre et malade, et l'écologie c'est très important. Et n'oublions pas la sécurité. Super. On n'a aucune idée de ce que va être le second mandat d'Emmanuel Macron. On sait juste que sur des réformes extrêmement attendues comme celle des retraites, il a décidé de prendre son temps. Ouais. C'est peut-être une sage décision étant donné le caractère inflammable du sujet, ouais. Mais c'est quand même un peu mince pour constituer un projet, une ambition. Mathieu Souquier, il imprime ce gouvernement ou alors pour l'instant... On a quand même compris plusieurs choses depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Je réagis à ce que dit Judith Weintraub. D'abord, on a compris on a eu confirmation qu'il y avait une très grande plasticité dans le macronisme, puisque manifestement, Emmanuel Macron a hésité jusqu'à la dernière minute entre une ministre issue de la Chiraquie, Catherine Vautrin, et finalement Elisabeth Borne, élue elle de la Jospini. Donc ça veut dire que jusqu'à la dernière minute, en fait, deux options aussi dissemblables pouvaient être interchangeables. Mais au-delà de la plasticité, ou pour aller plus loin encore dans cette affaire de plasticité, la campagne présidentielle s'est jouée à droite, et même très à droite, jusqu'au premier tour. Parce que Marine Le Pen, parce que Éric Zemmour, et parce que Emmanuel Macron lui-même avait pris le couloir de centre-droit. Au point que Valérie Pécresse même crie au plagiat après la présentation par Emmanuel Macron de son programme. Mais il y a eu l'entre-deux tours. Et il y a eu le score inattendu de Jean-Luc Mélenchon qui fait que l'entre-deux tours et le deuxième tour se sont joués à gauche. J'allais dire très à gauche, n'exagérons rien, mais ça s'est joué à gauche. Et du coup, non seulement Emmanuel Macron n'a pas été totalement muet depuis qu'il est réélu, mais au contraire, quand il a désigné Elisabeth Borne, il a par un tweet fixé quel était le cap pour son gouvernement et les priorités pour son gouvernement. Et c'est tout à fait inattendu. 1, l'écologie, 2, la santé, 3, l'éducation. Autant de sujets qui, jusqu'au premier tour en tout cas, avaient été totalement évacués par Emmanuel Macron. Philippe Val. Oui, de toute façon, ce séminaire gouvernemental, on peut dire qu'il va sortir quelques grands thèmes importants qui doivent pouvoir rassurer les gens avant les 2 tours de législatives, mais ce ne sont pas des thèmes que pour rassurer les électeurs ou des thèmes électoralistes, ce sont des vrais problèmes. Ils vont parler de l'aide pour payer le gaz et l'électricité, le pouvoir d'achat, le fameux paquet pouvoir d'achat, le carburant, etc. Et essayer de compenser les méfaits de l'inflation. Je pense que ça va être vraiment ça l'axe de... Il y a un dossier explosif qui va arriver. C'est celui de l'hôpital. Celui de la santé. On l'a vu cette semaine avec des fermetures de services d'urgence. Un malaise. Ça va très mal. Ça va très mal parce que même les professeurs de médecine, même les gens qui sont haut placés dans le système et qui vivent plutôt mieux que les autres, n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus parce qu'ils travaillent énormément, ça c'est sûr, depuis le Covid. Ils voient leur personnel foutre le camp dans le privé parce que c'est trop dur à l'hôpital. Et on est obligé de fermer des lits par un manque de personnel. Il va falloir un geste fort, une communication forte. Énorme. Plus que de l'argent, quoi. Plus que de l'argent, des règles, notamment pour les jeunes médecins qui sortent des études et qui vont devoir faire des gardes. Enfin voilà, bon. Déjà, il faut beaucoup plus de médecins, de médecins qui doivent être formés. Ce qui est frappant, c'est qu'on est à moins de 3 ans quand même d'un énorme barnum qui s'appelait le Ségur de la santé, mai à juillet 2020, qui était censé mettre à plat et résoudre tous les problèmes du système hospitalier. Qui n'a rien réglé. Résolu quand même, en partie. Non, dans les conditions de vie du médecin, la gouvernance des hôpitaux, du médecin, du soignant, de l'infirmière, le fait que les gens à l'hôpital, qu'ils soient médecins ou infirmières, passent un tiers de leur temps à taper, à encoder, c'est très grave. C'est la suradministration de l'hôpital dont parlait le professeur Perromori, ici même sur cette antenne hier matin. Merci madame, merci messieurs d'avoir participé une fois encore à cette discussion Europe 1 2022.